Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Donner accès à des millésimes inaccessibles. Frédéric Stollard, Managing Partner d'Altaroc, et Olivier Herbout, CEO et cofondateur de Ramify. Nous, on a une conviction chez Altaroc. Le private equity pour les clients privés, il est passionnant évidemment parce qu'il est performant, mais parce que c'est aussi accompagner l'économie réelle, accompagner des ETI leaders dans le monde, accompagner des managers leaders dans le monde, et on a envie de faire toucher du doigt cette économie réelle aux clients privés d'Olivier. Donc pour ça, il faut une passion du contenu. Donc on a recruté Damien. Il n'y a aucun fonds de private equity qui recruterait le rédacteur en chef de BFM. On a fait ça parce qu'on veut donner envie aux gens et on veut tous les jours raconter ce qui se passe dans nos millésimes. Notre typologie de clients, ce sont des gens finalement qui commencent à bien gagner leur argent, à payer pas mal d'impôts, qui sont soit pas encore éligibles pour être dans une banque privée et qui ont été déçus de la banque privée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une offre très étriquée, parce qu'il faut vendre les produits de la maison, parce qu'ils ne sont absolument pas digitalisés et que même une signature, il faut aller dans le siège pour la signer, ou parce que les frais sont trop importants. Une occasion rêvée de mieux comprendre comment la startup Ramify peut permettre à ses clients de souscrire aux meilleurs fonds de la planète en matière de private equity grâce à un partenariat avec Altaroc. Au travers des parcours de ces deux jeunes sociétés, nous découvrons des solutions ultra innovantes qui donnent accès à un grand nombre de clients à une classe d'actifs totalement sous-représentée dans les portefeuilles. Mes deux invités, Frédéric et Olivier, nous partagent le setup qui se cache derrière ces deux offres. Vous verrez de quel fonds il s'agit, comment l'accès est rendu possible et comment fonctionnent ces deux jeunes équipes qui œuvrent avec passion et détermination. C'est aussi l'occasion de revenir sur les expériences solides de ces deux entrepreneurs en matière de gestion. Private equity d'un côté et quantitative de l'autre. C'est assez épatant pour être honnête. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Frédéric, bonjour Olivier. Bonjour Solène. Trop contente de vous avoir ensemble pour un épisode. J'aime bien ce format à trois, discussion à trois, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup pour votre temps. Avant qu'on parle de Altaroc et de Ramify, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement vous présenter à notre audience ? Mon parcours, j'ai une formation d'ingénieur, j'ai fait Centrale, puis j'ai complété ma formation en allant aux États-Unis, en Californie plus précisément, où j'ai fait un master de Financial Engineering à Berkeley. Et à la suite de mes études, donc en 2015, j'ai rejoint Goldman Sachs en tant que gérant dans leur groupe quantitatif et systématique. La division s'appelle QIS pour Quantitative Investment Strategies et derrière cet acronyme un peu barbare, l'idée c'est de finalement révolutionner un peu la façon d'investir, d'utiliser des data, des algos pour proposer in fine l'investissement le plus efficace pour chacun de nos clients. Là-bas, je m'occupais plus précisément de construction de portefeuille multi-asset class. Oui. Et je m'occupais en tant que gérant principal de stratégie sur les options, sur les devises, et en tant que gestionnaire secondaire sur la partie matières premières et obligataires. Bien technique, quoi. Assez technique, très ingé, on va dire. Ouais. Mais à l'issue de ça, je me suis dit que j'avais quand même suffisamment d'expérience et une relativement bonne compréhension de ce que c'était que de créer des stratégies globales. Ouais. Et donc avec mon associé Samy, donc en 2020, on a que tu connaissais de Goldman ? Que je connaissais pas de Goldman, que je connaissais des banques centrales. On était, pour la petite histoire, co-douche quand on partageait nos petites pioles à Châtenay-Malabry à Centrale. Excellent. On a commencé à rediscuter à ce moment-là. Lui, il vient du conseil, donc il avait une connaissance sur l'environnement français de l'investissement, chose que moi je n'avais pas. J'étais aux États-Unis. Ouais. Moi, j'apportais l'aspect plus quantitatif, expérience métier sur la gestion. Ouais. Et donc c'est en 2020 effectivement où on démissionne mutuellement pour lancer Ramify et offrir, en tout cas c'est notre vocation, c'est notre ADN d'essayer d'offrir ce type de stratégie d'investissement à des personnes autres que les ultra riches ou les fonds de pension tout simplement. Top, on va en parler, on va bien creuser. Merci beaucoup Frédéric. J'ai aussi fait Centrale Supélec, donc c'est la bonne formation. Je suis un peu plus âgé qu'Olivier. Et ensuite, j'ai travaillé comme ingénieur de l'armement au GIAT Industrie. D'accord. Et je suis ensuite parti aussi aux États-Unis, à la Wharton Business School, faire un MBA.
Et fin 90, donc il y a 32 ans maintenant, j'ai commencé dans le private equity et je travaille depuis un peu plus de 32 ans maintenant dans le private equity. J'ai passé 4 ans dans un fonds qui s'appelle Apax, un gros fonds de private equity européen. J'ai ensuite passé 8 ans chez Warburg Pincus, qui est un des plus gros fonds américains de private equity. Et puis en janvier 2001, j'ai été recruté par 2 familles industrielles, une famille belge, la famille Albert Frère, et une famille québécoise, la famille Paul Desmarais, pour créer une plateforme de private equity nouvelle, un fonds de private equity nouveau qu'on a appelé Sagard et dont j'étais le directeur général pendant presque 20 ans. Donc j'ai levé 3 fonds de LBO mid-market, j'étais le patron du fonds. On avait comme ambition de racheter en tant qu'investisseur majoritaire aux côtés des managers des sociétés qui valaient entre 100 et 500 millions d'euros, en France, en Belgique et en Suisse, de les accompagner sur 5 à 7 ans et de les aider à se développer. Voilà. J'ai fait 19 ans et demi voilà, avec cette équipe, on était une 50aine de personnes. Ouais. Et puis, j'ai eu envie de démarrer un projet au bout de 20 ans, un nouveau projet en fait, parce que j'avais créé Sagard de toutes pièces, un projet plus entrepreneurial. Et je suis parti d'un constat en fait assez simple, un peu comme celui d'Olivier. Moi, j'avais que des grandes familles dans le tour de table. Dassault, Peugeot, Arnaud, Mullier, Sellière, Bettencourt, Frères. On n'avait que des grandes familles. Oui. Et ces familles, j'avais 25 familles. Engagement moyen des familles, 40 millions d'euros. Ah ouais. On ne prenait pas de clients à moins de 15 millions. Pas du tout par arrogance, par souci de simplicité. Oui, bien sûr. On était sursouscrit. On savait déployer qu'1 milliard. Et finalement, le constat... Et nous, on a fait, j'ai oublié de dire, c'est important Solène, on a livré 22% de TRI net par an pendant 20 ans. Waouh. Donc une perf Well vraiment... done. Merci. Une perf, on appelle ça premier quartile. Donc c'est vraiment dans le monde du private equity, Sagard est dans les meilleurs joueurs de la classe en Europe. Et puis j'ai fait un constat simple en fait. Quand quelqu'un veut rentrer dans un fonds du premier quartile, le ticket unitaire minimum aujourd'hui dans le monde, il est à 20 millions de dollars. Ah ouais. Je pensais pas que c'était Non, aussi. tu veux rentrer dans... Alors, sauf à être très ami d'un des partenaires du fonds, mais Ouais. pour un client qui ne connaît pas ses fonds et qui veut rentrer dans un fonds du premier quartile, le ticket unitaire est extrêmement élevé. Donc aujourd'hui, la réalité, un client privé ne peut pas rentrer dans un fonds mondial du premier quartile. Ouais. C'est pas possible. D'accord. Donc je me suis dit, cette classe d'actifs du private equity qui a fait ses preuves depuis 50 ans, qui a convaincu les plus grands instituts, il faut l'amener aux clients privés. Et donc je suis parti avec cette idée assez simple de créer chaque année un millésime, un portefeuille global, qui engloberait 6 fonds. Les meilleurs fonds, à mon avis, du monde qui lèvent cette année, c'était mon ambition, pour équiper de très bons distributeurs, de très bons partenaires, comme Ramify, et pour permettre à Ramify d'équiper à son tour ses clients privés. Donc le modèle était B2B2C dès le départ. Top. Donc je suis parti avec cette idée en tête, il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Je me suis associé avec Maurice Chéniaud, qui est un des 3 fondateurs mondiaux d'Apax, Ouais. qui avait été mon patron il y a 32 ans chez Apax. C'est beau ça. Voilà, c'est vraiment la Faut continuité. vraiment entretenir son réseau. Hein. Donc moi, je suis un jeune entrepreneur du private equity. J'ai 57 ans, Maurice a 22 ans de plus. Ouais. Il est passionné, a une énergie débordante. Il fait partie de ceux qui ont inventé l'industrie. Ouais. Et donc, on s'est associés et on a démarré... Alors, pour être très précis, lui, il a créé une holding cotée qui investit dans le private equity depuis 30 ans, à peu près 30 ans, Ouais. qui s'appelle Altamir, avec une Ah, idée c'est vrai, déjà il y c'est a lui qui 30 a ans. créé Ah, je Voilà, savais il a pas. créé Altamir avec comme idée il y a 30 ans, permettre aux clients privés d'investir en private equity par la bourse, qui Ouais. était une idée radicale déjà. Ouais. Et donc, je l'ai rejoint dans sa société de gestion qui s'appelle Ambroise Partners, comme Ouais. managing partner. Et cette société de gestion, elle gère la société cotée aujourd'hui Altamir, qui a 1,5 milliard de fonds propres. Et à côté de ça, on a lancé une nouvelle gamme de produits qu'on a appelée Altaroc, D'accord. pour permettre à des clients privés d'accéder au meilleur du private equity mondial. Et en 2 mots, on a démarré en mai 21, on a bâti toute la plateforme digitale pendant les 6 premiers mois de l'année. On a lancé le premier millésime fin octobre Ouais. 2021. Et en 8 semaines, on a levé pratiquement 300 millions. Non mais j'ai vu les collectes. C'est Voilà. épatant. Bravo. Hein. Alors après, on a eu un problème, on n'avait pas assez de papier, Solène. Donc on n'a jamais, Maurice et moi, on n'avait pas anticipé cette volumétrie. Donc Ouais. on a capé le fonds à un peu moins de 200 millions, juste parce qu'on n'avait pas assez de papier, parce qu'on n'avait pas prévu cette volumétrie. Ouais. Puis on a lancé un deuxième fonds en avril 2022, avec une ambition de collecte à 500 millions. Donc ce fonds, il était ouvert depuis avril 22 jusqu'au 31 mars. On a 350 millions de collecte à date et on fera les 500 millions. Ce qui fait qu'on va dire que sur les 12 derniers mois, on a déjà levé entre le fonds 1 et le fonds 2 un peu plus de 500 millions. Ouais. On est aujourd'hui, donc j'ai démarré tout seul il y a 1 an et demi, on est 35 personnes aujourd'hui. Donc on commence à faire nos preuves. Et puis alors, ce qui me fait plaisir, on a été élu hier par 7000 CGP français, la société de gestion la plus innovante, C'est top ça. Hein. par Gestion de Fortune Magazine. Ça fait vraiment plaisir parce Ouais. que il y avait des très très gros joueurs. Il y avait les BNP de ce monde, il y avait les Pictet de ce monde, il y avait les Crédits Suisses de ce monde, il y avait les Amundi de ce monde. Et il y avait 250 sociétés de gestion notées et on a été élu la société de gestion la plus innovante de l'année en France. Ça me fait plaisir que les innovations qu'on apporte dans le monde du private equity, voilà, donc elles soient reconnues par la profession. Donc Ouais. voilà où on en est aujourd'hui. Top.
Bravo à tous les deux. Je suis vraiment très intéressée de vous avoir ensemble parce que je vous suis d'ailleurs, je suis Altarock et Ramify depuis, je dirais, les tout débuts et très intéressée de comprendre ce que vous faites, bien entendu, mais aussi ce que vous faites ensemble. Et pour comprendre ce que vous faites, je voulais commencer par toi, Frédéric, parce que tu disais que l'accès au private equity était très compliqué quand tu n'es pas institutionnel. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur ce point, parce que moi, ça m'a toujours interpellé que alors je pensais pas que c'était aussi important, les montants minimums, mais quels sont les freins majeurs justement à la distribution du private equity à des clients, alors pas forcément retail, mais des clients qui soient un petit peu plus, même des clients qui sont wealthy n'y ont pas accès. Comment on explique ce problème d'accessibilité au PI pour ces populations? Déjà, Solène, pour donner une idée du problème dont on parle, je vais comparer deux choses. Je suis une famille riche américaine. Je suis un family office US. Ouais. C'est-à-dire que j'ai 200 millions de patrimoine liquide. Ouais. Aujourd'hui, en moyenne, j'ai 33% de mon patrimoine en private equity. D'accord. Donc c'est la classe d'actifs number one et elle ne fait que croître en termes de position dans mon patrimoine. Ça, c'est pas l'avis de Fred, c'est l'avis de Cambridge Associates. Donc c'est l'autorité de tutelle du private equity dans le monde qui te dit famille aisée US, 33% de patrimoine en PE. Maintenant, regarde où on est en France. Aujourd'hui en France, on a à peu près dans l'épargne privée haut de gamme, il y a à peu près, donc chez les CGP et chez les banques privées, 1000 milliards. 120 milliards chez les CGP, il y a à peu près 900 milliards chez les banques. Le stock de private equity chez les particuliers, il est à peu près à 5 milliards d'euros. Ça veut dire 0,5% de l'épargne. Donc on compare 33% chez les familles aisées aux US à 0,5% de l'épargne aujourd'hui. Donc le marché du private equity chez les clients privés, à part quelques familles très très fortunées qui sont quasiment des institutionnels, le private equity chez les clients privés aujourd'hui, il y a du bruit mais il n'y a pas de volume. Et comment ça s'explique ça? Alors, je vais te dire. Je voulais mettre ça en perspective parce que ça donne quand même une idée de l'upside et de pourquoi je suis là. Et de pourquoi Olivier s'intéresse aussi à la classe d'actifs. Bon. Il y a plein de freins. D'abord, il y a un frein de connaissance. C'est un produit complexe. C'est un produit qui nécessite une acclimatation. Le produit est à appel de fonds différé. C'est un produit très particulier. C'est un produit sur 10 ans. Pendant 5 ans, tu as des appels de fonds. Pendant 5 ans, tu as des distributions. Comme pour des raisons de conformité, la banque privée jusque très récemment était inconfortable à le vendre parce qu'il est illiquide à des clients non professionnels. Les banquiers privés ont été peu formés à la classe d'actifs. C'est vrai. Donc déjà, il y a un enjeu de formation. Donc le banquier privé est peu formé à la classe d'actifs. Deuxièmement, il y a un frein des équipes conformité des banques qui, pour plein de bonnes raisons d'ailleurs, se disent est-ce que nos clients sont aptes à investir dans un produit structurellement illiquide? Donc dans beaucoup de banques privées aujourd'hui, en dépit du fait que la réglementation te permet de vendre à un client simplement averti, beaucoup de banques privées préfèrent le vendre à un client qui est professionnel. Et professionnel MiFID II. Je l'ai vu. Donc ça veut dire qu'en fait, très peu de clients sont éligibles. Parce que être professionnel au regard de MiFID II, il faut remplir 2 critères sur 3 que très très peu de clients remplissent. C'est vrai. Ensuite, il y a un autre problème. C'est qu'un très bon fonds de private equity, alors je parle jusque récemment, la condition a un peu changé, mais un très bon fonds de private equity, il faisait son fundraising en 6 à 9 mois. Une banque privée, elle met 1 an à référencer un produit. Donc les circuits de référencement des banques privées n'étaient pas si adaptés à la classe d'actifs. Donc c'est un problème de distributeur là, tout ce que tu dis. Non mais attends, j'ai même pas fini. Après, il y avait un autre problème, beaucoup plus important. L'éligibilité à l'assurance vie. C'est vrai. Le gros de l'épargne privée en France est investi en assurance vie. Et là, les assureurs vie français, ça n'est que très récemment qu'ils ont accepté de rendre éligibles certains fonds de private equity. Donc, tu avais plein d'obstacles. Le stock investi par les clients privés en assurance vie ne pouvait pas s'investir en private equity parce que non éligible. Les équipes conformité des banques étaient inconfortables à vendre un produit à un client non professionnel. Le ticket d'entrée était très élevé et la connaissance n'était pas diffusée. Donc, tu avais plein de freins à la distribution du produit. Donc, la réalité, c'est que le seul client qui investissait, c'était un client extrêmement fortuné qui, de toi à moi, était une institution, une mini-institution. Un client qui a 500 millions de patrimoine, c'est une institution, c'est plus un client privé. Donc, jusque récemment, jusqu'à ce que des gens comme nous arrivent, le produit était peu diffusé. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de private equity. Je dis que c'était réservé à des happy few. Et donc, ce qu'on essaye de faire, nous, justement, c'est casser les codes et de diffuser un produit d'exception à des clients privés. Et comment tu accèdes à ces tranches institutionnelles et comment tu fais en sorte qu'elles soient accessibles avec un montant finalement qui est très petit par rapport à ce que tu viens de dire précédemment? Alors, il y a 2 questions dans ta question. Il y a comment on accède à ces fonds et comment on réussit à souscrire et à découper les tranches en tranches à 100 000. Voilà. Bon.
Alors, comment est-ce qu'on arrive à souscrire ? Ça, c'est très compliqué parce qu'il y a un autre élément compliqué, c'est avoir accès à ces fonds. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure. Ces fonds, de par leur performance historique, les fonds du premier quartile mondial ont livré plus de 20% de TRI net par an depuis 20 ans. Cette perf est absolument incroyable. Il y a juste un problème attaché à ça, c'est que je suis un investisseur institutionnel, investi dans un très bon fonds de private equity qui a livré plus de 20%. Je veux absolument revenir dans tous les millésimes. C'est clair. Donc ces fonds-là sont tous sursouscrits. Ils sont tous sursouscrits, il n'y a pas de place. Attention, il y a une différence entre un fonds de private equity et un fonds liquide. Je m'appelle Fidelity, je lève un nouveau fonds à 3 milliards. Si j'ai de l'appétit pour 10 milliards, je les prends. Bien sûr. Ouais. Dans le private equity, je ne peux pas parce que si je veux lever 3 milliards, je sais déployer 3 milliards. Sur 5 ans, ça fait 600 millions par an. Je ne sais pas déployer 5 milliards. Il n'y a pas le marché pour ça. Ouais. Donc, ce n'est pas un marché infini, ce n'est pas un marché élastique. Donc, quand je veux lever 3 milliards, peut-être que je lèverai 3 milliards 100 pour faire plaisir à quelqu'un, mais je ne lèverai pas 3 milliards 5 ou 4 milliards. Ouais. Donc, ces fonds sont tous sursouscrits. Donc, il y a une énorme question. Comment je fais pour trouver de la place dans ces fonds ? Bon. Ça, c'est votre secret sauce. C'est un peu ma secret sauce. Alors, Maurice Chéniaud et moi, on est dans le marché depuis 32 ans pour moi, presque 50 ans pour Maurice. On est assez connus, on est assez respectés. Mais je vais te dire, n'oublie pas une chose, ces fonds n'ont pas besoin de nous. Ils n'ont pas besoin de nous. Donc la vraie question qui se pose, c'est s'ils nous prennent nous, ils vont renoncer à prendre d'autres gens. Donc la vraie question, pourquoi nous prendront-ils ? Et attention, on veut rentrer chez des gens qui n'ont pas besoin de nous. On ne veut pas rentrer chez des gens qui ont besoin de nous. Donc, pourquoi est-ce qu'ils vont nous prendre ? On essaye de leur apporter une chose nouvelle aujourd'hui. On essaye de leur apporter l'accès au retail. Ouais. Après, on va parler de comment on cherche le retail. Aujourd'hui, le retail, ça constitue potentiellement un marché accessible énorme pour ces fonds, qui n'ont ni l'infrastructure ni la technologie pour l'adresser. Ouais. Donc, ce que nous, on permet de faire à un fonds, sachant que nous, quand on parle à un fonds aujourd'hui, on prend des tickets de 100 millions dans ce fonds. Donc, au lieu d'aller voir des milliers de clients pour aller chercher 100 millions, avec Altaroc, ils accèdent pour 100 millions aujourd'hui et peut-être 150 ou 200 demain à beaucoup d'investisseurs privés. Donc, c'est une façon facile pour eux d'accéder aux clients privés. Donc, quelque part, nous essayons de leur donner accès à un nouveau marché qu'ils ne savent pas craquer. C'est pour ça qu'ils nous invitent. Alors après, tu m'as posé une autre question. Comment vous arrivez Comment est-ce qu'on découpe ? Ça, c'est notre secret de sauce. Tu sais que je me suis souvent gratté la tête pour essayer de comprendre comment vous faisiez ça. C'est très compliqué, Solène. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, on va dire que Maurice et moi, on a craqué cette alchimie-là qui est compliquée parce que n'oublie pas une chose. Quand tu vas voir un très grand fonds de private equity, tu vas voir General Atlantic, tu vas voir Insight, tu vas voir HG, tu vas voir ces grands fonds-là, Nordic Capital. Tu leur dis je veux 60 millions, tu dois les prendre tout de suite. Tu ne peux pas leur dire laissez-moi parler aux clients d'Olivier chez Ramify, je vais vous amener 500 clients dans 6 mois et réservez-moi la tranche. Ça ne marche pas, ça. Donc il faut être capable de bloquer très tôt la tranche, donc il faut être capable de la prendre. Ça, c'est notre secret sauce. D'accord. Et quel est je terminerai après, je te laisserai parler, Olivier, mais quel est vis-à-vis d'un investisseur, donc le client d'une banque privée qui utilise votre outil par rapport à des solutions qui existent où tu peux aller faire ton shopping de fonds de private equity ? Tu vois ce que je veux dire ? Je ne vais pas citer de solutions. Bon, ok, mais on va en parler. Non, mais aujourd'hui, il y a Prenons Moonfair. Aujourd'hui, tu es un client privé, tu as l'option de faire Altaroc ou Moonfair. Bon, déjà... Et alors Moonfair apporte quelque chose au marché, il contribue à l'évangélisation du private equity pour les clients privés. Donc je remercie Moonfair tous les jours d'aider à évangéliser. Et ça, c'est vertueux quelque part. La seule difficulté, c'est déjà Moonfair, il est multicanal. Donc si tu veux, pour une banque privée qui décide de distribuer Moonfair, il y a quand même une question qui se pose. Le client privé peut très bien souscrire par Moonfair en direct. Chez moi, c'est pas possible. Donc nous, on est B2B2C, on a une seule discipline, on est B2B2C. Bon, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose fondamentale, c'est que moi, je pense que le client privé aujourd'hui, il ne sait pas comment souscrire. Il ne sait pas chez qui souscrire, parce que la classe d'actifs est nouvelle. Donc, Moonfair aujourd'hui lui dit, sur mon étagère ce matin, tu as 2 fonds. Est-ce que tu veux investir dans KKR Asia Infrastructure 7 ? Qui est suffisamment sophistiqué pour décider qu'il veut investir dans ce fonds ? C'est très simple. Une population de clients pro qui connaît le monde du private equity, qui voulait ce fonds. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, c'est intéressant. Pour une certaine typologie de clients. Pour une typologie de clients qui connaît déjà très très bien la classe d'actifs. Moi, je dis autre chose à nos clients. Je dis, Maurice et moi, on a fait la sélection. On était patron de fonds. Moi, pendant 30 ans, lui, pendant 50 ans. C'est nous qui faisons le tour du monde et on fait quelque part un best-of. On a créé un portefeuille best-of de private equity mondial. Maurice et moi, on investit 33 millions par an à nous deux dans chaque millésime. Donc, on est le plus gros client de chaque fonds.
on paye les mêmes fees que nos clients, on est totalement aligné avec eux. Ouais. On a 2 personnes de plus qui nous accompagnent, on est 4 à avoir fait la sélection des fonds. Et le client, on lui dit, on t'a fait une sélection, on t'a mis en place une stratégie, on t'a dit dans quel pays on allait investir, on t'a dit dans quel secteur on allait investir, on t'a dit dans quelle typologie de deal on allait investir. Et on te dit aussi les fonds chez qui on va investir. Ouais. Et on te dit chacun d'entre eux pourquoi ils sont fantastiques. Et on te fait un portefeuille best-of. Ça n'a rien à voir. Ouais. Et les portes, si tu peux citer quelques noms de fonds que vous avez sélectionnés ou pas? Bien sûr. Mais je vais te citer des fonds que tu ne connaîtras pas pour l'essentiel parce que ce sont des fonds connus d'un petit monde d'initiés institutionnels. Donc, on ne va pas aller chercher des D'accord. marques que tu connais. Ce n'est pas notre stratégie. Mais qu'est-ce que tu en sais? Non, mais je dis ça parce que... Non, je plaisante. Non, mais tu as raison. Parfois, les gens nous disent « mais je ne connais pas cette marque ». C'est normal. Je vais te prendre l'exemple de HG. HG, aujourd'hui, c'est le plus gros fonds de LBO dans la technologie en Europe. C'est l'équivalent européen des Thoma Bravo ou des Vista aux États-Unis. Il est totalement inconnu du grand public. En termes de track record, je pense que c'est le meilleur fonds de buyout en Europe depuis 25 ans. Ouais. On parle de TRI net supérieur à 30% depuis 30 ans. Totalement spectaculaire. Pour rentrer dans HG, Solène, c'est très, très, très compliqué. Il n'y a pas de place. Ouais. Il n'y a pas de place. Le fonds est totalement sursouscrit et très, très rapidement. Donc, si tu veux, on a pris un ticket de 50 millions dans 2 fonds d'HG, 57 millions chez Saturn, 50 chez Genesis, c'est impossible à trouver. Donc, ça te donne une idée de la qualité de gérant chez qui on rentre. Les plus grands instituts du monde ont du mal à rentrer chez HG. C'est ça qu'on offre à un client privé à partir de 100 000 euros. Et il n'aura pas un HG, il aura 6 équivalents d'HG dans son portefeuille. C'est ça l'innovation, si tu veux. Ouais, top. Épatant. Bon, alors maintenant, on va parler de Ramify, qui est également sur cette problématique d'accès au wealth management pour les retail clients. On a bien compris que tu avais développé chez Goldman toute une expertise en quant pour gérer de la clientèle plutôt institutionnelle. Comment, finalement, de quoi vous êtes parti quand vous avez créé Ramify et quel pain point vous vouliez résoudre à ce moment-là? Le pain point, c'était que les solutions actuelles de démocratisation, d'évangélisation dans la wealth tech digitale sont, et le sont encore, essentiellement monoproduits. C'est-à-dire que vous allez trouver des solutions pour de l'action publique, pour de l'obligation, très récemment et grâce à Altaroc notamment sur le private equity, mais après aussi de l'immobilier. Pour autant, ce n'est pas le vrai métier de l'asset manager, du conseiller en investissement. Ça vient dans un deuxième temps. Le vrai métier que nous on tente de digitaliser, qu'on digitalise et qu'on essaie de moderniser, c'est celui, on a toutes ces classes d'actifs, j'ai mon projet d'investissement, quel est le panachage, quelle est l'allocation entre les classes d'actifs. Et une fois qu'on a déterminé ça avec le client, et nous effectivement on le fait de manière quantitative et systématique, dans ces cas-là, quels sont les meilleurs partenaires, les meilleurs acteurs avec qui on va travailler. Et notamment pour le private equity, c'est vrai que Altaroc, nous avec les due deals qu'on a faites, avec leur track record, leur expérience, c'est clairement un pilier fondamental de l'offre private equity que l'on peut proposer. Et donc les différents services que vous proposez, c'est quoi? C'est de la gestion discrétionnaire? On ne fait pas de gestion à proprement parler discrétionnaire, donc on a une approche vraiment systématique. Donc on fait de la gestion déléguée individualisée et on le fait sous plusieurs formats. Parce qu'on s'adapte à certaines spécificités de classes d'actifs. Par exemple, les classes d'actifs illiquides, on ne peut pas rentrer et sortir dans des positions du jour au lendemain. Donc sur ça, on s'adapte. Mais donc c'est de la gestion déléguée individualisée. Pour peut-être expliquer un peu le process et que ça soit plus parlant. Tous les jours, si vous voulez, on regarde l'allocation idéale d'un portefeuille avec nos algorithmes, tout simplement. On la compare avec l'allocation réelle de chacun de nos clients. Et donc chacun a une allocation réelle, bien sûr, et idéale. Et quand le delta il est trop important, dans ces cas-là, on a une alarme qui me revient à moi ou en tout cas à notre équipe de recherche. Et si on estime que ça fait sens, on accepte le trade qui est renvoyé automatiquement à nos partenaires. Donc par exemple, dans le cas d'une assurance vie, si on a, on envoie les trades à notre partenaire assurantiel. Et on fait ça en permanence. Donc c'est vraiment ça notre rôle. C'est ce qui nous anime tous les matins. C'est aussi ce qui nous permet d'offrir les meilleurs produits et de toujours garder une structure de coût qui soit extrêmement faible ou la plus faible du marché, puisque la technologie et les algorithmes nous permettent 2 choses, de retirer tous les biais humains, donc de servir mieux individuellement chacun de nos clients, et en même temps d'en servir en plus grand nombre sans détraquer la performance. Et par rapport à des solutions de robo-advisor qui existent déjà depuis pas mal d'années, comment est-ce que vous vous situez? Le robot-advisor,
c'est souvent aussi essentiellement, presque exclusivement sur des classes d'actifs liquides. Souvent, on considère que c'est juste action-obligation. Ouais. Et c'est très bien. C'est très bien. Mais il y a plusieurs choses. Déjà, au sein de l'investissement, il y a le private equity. Effectivement, une personne qui commence à avoir la capacité de faire de l'investissement un peu illiquide, on va plutôt lui recommander de faire un investissement entre 0 et 30%. Effectivement, c'est ça le bon ratio. Il y a aussi de l'immobilier, donc c'est aussi pour ça ce qu'on propose notamment. Donc il n'y a pas que ça. Et en réalité, on pourrait même penser à d'autres classes d'actifs un peu plus niches, avec des allocations plus faibles. Et on va y venir, mais bon, aujourd'hui, nous, on se concentre sur ces 4 classes d'actifs principales. Et après, il y a un autre sujet. C'est-à-dire qu'il y a le sujet fiscal. Le sujet fiscal, il y a toujours une bataille sur les frais, c'est important. Mais en réalité, faire un investissement sur son compte titre versus dans une enveloppe fiscale spécifique, où par exemple, les gains peuvent être réinvestis sans devoir payer la taxe sur la plus-value. In fine, si on regarde ça un peu mathématiquement, on peut y avoir des écarts de 20-30% C'est clair. sur l'investissement net de frais, net d'impôts. Et donc ça, on propose aussi cette réflexion-là. Pour la petite histoire, au sein de Goldman, on avait bien sûr cette réflexion-là. Ce sont des optimisations très complexes pour le coup. Et on appelait ça, nous, en interne, le trou alpha. Le trou alpha, puisque ce sont des règles fiscales, ça tombe à tous les coups. Il n'y a pas de le marché, on s'est trompé. Non, ce sont des règles fiscales, on connaît votre situation, on sait à peu près comment elle va évoluer. On n'est pas assuré, mais on a une bonne certitude. Et donc, on est en capacité de vous proposer le meilleur choix, le meilleur setup sur les véhicules d'investissement. Alors moi, quand j'étais en banque privée, c'était un des gros pain points, ce sujet de fiscalité, parce qu'on traitait de la clientèle qui était française, alors qui avait son booking center, qui déposait ses avoirs au Luxembourg ou en Suisse, mais qui était française et résident en France ou en Belgique, etc. Comment tu arrives à scaler cette problématique de fiscalité, quand vous allez vous étendre à l'international, comment est-ce que vous prenez ça en compte ? Parce que c'est d'une complexité et puis ça évolue énormément. C'est en même temps très complexe de loin et en même temps d'un point de vue, on va dire, mathématique, c'est très similaire. Les pays, en tout cas les pays développés, finalement proposent 2 types d'enveloppes d'investissement, celle que je vais appeler pré-taxe et celle post-taxe. Et bien sûr, chacune ont leur spécificité. Les Français, on n'est pas les derniers pour en avoir plein et de rajouter plein d'exceptions. Mais les sujets, par exemple, d'investissement pré-taxe, c'est je peux investir avant de payer mon impôt sur le revenu. Donc ça va être par exemple le PER en France. Mais aux États-Unis, il y a exactement son équivalent, ça s'appelle le 401k. Donc c'est pas fondamentalement différent. Et nous, d'un point de vue finalement quantitatif, mathématique, qu'est-ce que ça implique ? C'est qu'on a un module dans notre code, où finalement c'est France, et on aura à changer certains paramètres, certaines exceptions, que ce soit sur la fiscalité de personnes physiques ou de personnes morales, mais aussi sur les spécificités de chaque véhicule d'investissement. Donc vous avez construit votre plateforme de telle manière que dès le départ soient pris en considération les éléments fiscaux des clients. Voilà, c'est ça. Et même pour la petite histoire, moi je viens des États-Unis, en tout cas professionnellement parlant. Le premier algo qu'on avait créé donc avec mon associé Samy, il était sur la fiscalité américaine, parce que c'était celle que je connaissais tout simplement. Donc quand je suis rentré en France, j'ai dû m'amuser pour découvrir les petites exceptions, mais ce travail-là, on l'a fait. C'est beaucoup de travail, et en même temps, on est très confiant, puisqu'on l'a déjà fait, d'être capable de le faire pour d'autres pays. Et on sait que la façon de le faire, c'est-à-dire de manière finalement très technologique, c'est en réalité la seule façon de le faire. Les banques et les banques privées se tapent contre un mur parce que justement ce ne sont pas exactement le même type de profil qu'ils ont au sein de leur banque. C'est quoi la typologie de clients, Jérémy Faye ? C'est la grande force, et sur certains aspects ça nous demande un peu de travail, surtout au départ, c'est qu'on peut avoir une clientèle très hétérogène. C'est aussi la chance et la fierté, c'est oui, on ne s'occupe pas que des ultra riches, on est très content de s'occuper de personnes très riches bien sûr, mais le fait de digitaliser et de systématiser ce type d'investissement, ça nous permet en réalité de servir une clientèle très large. Donc on a des investisseurs aujourd'hui de Ramify qui ne peuvent investir que 1 000 €. À l'inverse, on a des investisseurs qui ont investi plus d'1 million. Donc on a finalement une tranche de clients très très large. À nous de savoir adapter, et on le fait par étapes. On suit quand même une règle de 80-20, c'est-à-dire aujourd'hui on sait que de manière totalement automatisée, on a 80% des personnes qu'on est capable de traiter. Et les 20% restants, on rentre aujourd'hui dans un dialogue un peu plus direct.
Et on apprend et on automatise. Et petit à petit, comme ça, on crée un modèle de plus en plus sophistiqué et de plus en plus performant. À chaque fois qu'on retire l'humain, on le retire jamais totalement, il y a toujours des garde-fous, mais quand on arrive à créer des règles finalement mathématiques, il n'y a pas que les intuitions tombent, et là cette fois ce sont les résultats qui apparaissent, et ça nous permet d'améliorer en permanence ce type de produit. Pour répondre un peu plus proprement à ta question, parce que j'essaie pas de l'éviter, Ouais. c'est notre typologie de clients, ce sont des gens finalement qui commencent à bien gagner leur argent, à payer pas mal d'impôts, qui sont soit pas encore éligibles pour être dans une banque privée, Ouais. ou qui ont été déçus de la banque privée. Pourquoi ? Parce qu'ils ont une offre très étriquée, parce qu'il faut vendre les produits de la maison, parce qu'ils ne sont absolument pas digitalisés et que même une signature, il faut aller dans le siège pour la signer, ou parce que les frais sont trop importants. Et c'est un peu notre typologie principale aujourd'hui qu'on a chez Ramify. Alors vous avez introduit le private equity, pas que Altaroc, vous avez une offre de fonds de private equity. Comment est-ce que vous sélectionnez ces fonds-là ? Et puis après, vous nous expliquerez tous les deux comment vous avez mis en place cette collaboration Ramify-Altaroc. Alors c'est pas évident et on continue bien sûr d'apprendre, mais l'idée ça a été de créer un scoring, de s'entourer aussi de personnes qui avaient une forte expérience en private equity pour nous aider à créer ce scoring. On a la chance d'avoir dans notre capital par exemple Hervé Schrick qui a créé Meilleur Taux, mais qui est aussi une des personnes qui a le plus contribué en private equity en France, donc qui connaît bien les acteurs. Il avait déjà entendu parler de Frédéric par exemple. Et l'idée, c'est de voir quelles sont les bonnes métriques qui peuvent nous donner une bonne compréhension, une bonne intuition sur ceux qui performeront bien demain. D'accord. Il y a des idées simples. Bien sûr, le passé ne garantit pas les performances futures, mais une personne qui est capable effectivement de surperformer pendant 20 ans dans le passé, on estime qu'il a plus de chances de continuer à le faire qu'une personne qui a échoué à le faire pendant les 20 années précédentes. On a aussi des convictions fortes qu'une personne spécialisée dans le LBO aura plus de chances de mieux performer dans le LBO que s'il crée un nouveau fonds sur quelque chose de totalement différent, C'est évident, ouais. etc. La difficulté, c'est obtenir les datas, avoir des acteurs qui soient à l'aise de les partager. Finalement, ce sont les bons acteurs qui acceptent de les partager, donc ça nous fait un travail souvent assez rapide et efficace sur ce sujet-là. Effectivement, il y a un gros travail de scoring à faire pour réduire l'offre. Nous, on avait à peu près plus de 100 partenaires distributeurs sur le private equity. Ouais. Aujourd'hui, on en met en avant sur notre plateforme 20-25. D'accord. Et il n'est pas impossible qu'on réduise encore cette offre-là. Top, génial, bravo. Alors Frédéric, je reviens vers toi au sujet de la nature des relations que vous avez avec vos clients, donc en B2B2C. Donc vos clients, ce sont des sociétés comme Ramify, qui sont vos distributeurs en quelque sorte. Comment est-ce que, quelle est votre approche, votre go-to-market ? Est-ce que vous avez finalement aucun effort à faire et tout le monde vient vous voir parce que tu disais que vous étiez sursouscrit ? Comment ça se passe, cette relation ? Alors j'adorerais que ce soit ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors on a deux types de clients, Solène. On a Ramify, Ouais. qui est notre premier client, et puis on a le client de Ramify, qui indirectement va être notre client, c'est le client de Ramify, mais qu'on doit accompagner aussi, parce que souvent Ramify souhaitera qu'on l'accompagne pour l'aider à évangéliser et à expliquer un produit qui est assez complexe. Donc Ouais. on a deux écosystèmes. Alors comment est-ce qu'on gagne nos premiers clients, qui sont nos distributeurs ? Je vais te dire une chose, j'étais patron d'un gros fonds de private equity, mon métier c'était de séduire des entrepreneurs ou des grandes familles qui investissaient chez nous. Là j'ai changé de monde. Donc pendant 2 ans et demi, je me suis immergé dans le monde des CGP. J'ai rencontré 500 CGP. J'envoyais 5 par jour, tous les jours. Pour comprendre les besoins de ce métier, les besoins de cette industrie et comprendre pourquoi cette industrie ne s'était pas encore équipée en private equity. Donc aujourd'hui, je dis tous les jours à mes équipes, chez Altaroc, on a évidemment faire un produit fantastique, c'est clé, mais ça ne suffit pas du tout. Donc je pourrais mettre un produit fantastique Altaroc sur une étagère. Si je n'accompagnais pas de notre distribution, je ne vendrais rien. Donc aujourd'hui, pour servir notre distribution, on a mis plein de choses en avant. La souscription est très simple. Donc ça, on a réinventé complètement le parcours de souscription. Je ne sais pas si tu as déjà souscrit à un fonds de private equity institutionnel, mais c'est un calvaire absolu. Donc il y a des contraintes réglementaires qui sont très fortes. Ouais. Donc, il faut plusieurs semaines pour souscrire à un fonds de private equity instit. C'est clairement pas possible. Si Olivier a un client chez Ramify qui a aimé la proposition de valeur Altaroc, dans le monde digital d'aujourd'hui, en 2 minutes, il faut qu'il ait signé. Ouais, c'est évident. Mais ça, c'est une révolution réglementaire. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle un funnel de souscription qu'on a travaillé avec nos avocats, qu'on a fait valider par les autorités de tutelle. Donc, on a considérablement réinventé la souscription. Première chose.
Top. Deuxième chose, Ça n'a pas dû être une mince affaire quand même. Hein. mais tu sais que tout le monde m'a dit que c'était impossible. Tout le monde m'a dit, Fred, tu ne vas jamais y arriver. Ensuite, on a digitalisé toute la chaîne de valeur. Je voudrais te donner quelques exemples. Un gros fonds de private equity qui lève 3, 4, 5 milliards aujourd'hui, il aura typiquement 100 clients à ce titre. Et il va mettre, 6 à 12 mois pour les onboarder. Nous, on onboard 1000 clients en une semaine tous les trimestres. Donc l'onboarding, c'est-à-dire la validation de toutes les contraintes réglementaires. Je ne parle pas de signer digitalement un papier. Non, je Toute vois. la validation Non, réglementaire, Ouais. le KYC, l'anti-money laundering, chez nous, chez le dépositaire, est fait par une personne chez nous C'est incroyable. en une semaine sur 1000 C'est fou. clients finaux. Ça suppose un outil ultra digital et très, très, très sophistiqué. Ensuite, le reporting. Donc, n'oublie pas, dans chacun de nos millésimes, il y a 6 fonds et 10 co-investissements. On D'accord. va donner 2 choses à nos clients finaux, c'est-à-dire aux clients d'Olivier. On va leur donner 2 choses. D'abord, on va leur donner tous les trimestres un reporting de qualité institutionnelle, consolidé sur les fonds et transparisé sur les boîtes, Avec la granularité des avec une investissements. granularité secteur par secteur, grappe par grappe, cluster par cluster, avec un niveau de C'est connaissance que tu n'as jamais vu ailleurs. Ça suppose un ERP métier qu'on a complètement réinventé. Il y a une équipe de 4 personnes, presque 5 qui travaillent au reporting full-time, avec une équipe digitale qui leur permet de faire tout ça. Donc aujourd'hui, tu es un client privé de Ramify, tu veux suivre 20 licornes chinoises qui te plaisent dans le millésime 21 d'Altaroc, tu peux tout à fait le faire sur ton téléphone portable tous les jours. C'est incroyable. Ensuite, on va donner... Too good to be true, c'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Ensuite, on va donner une idée de l'actualité de ces boîtes. Parce que c'est une chose de leur parler d'actualité financière. On va aussi leur parler de l'actualité économique, la vraie vie des entreprises. Donc, Ouais. je ne sais pas si tu as suivi, mais on a embauché un des grands rédacteurs en chef de BFM il y a quelques semaines, Damien Hélène. On n'a pas trop communiqué dessus. Donc, le job de Damien, c'est de permettre... Qui est là d'ailleurs Qui Qu'on est avec salue, nous. qui est assis à côté de nous. Voilà, le job de Damien, c'est de faire toucher du doigt aux clients privés d'Olivier et de Ouais. Ramify la beauté des boîtes qu'on accompagne. Nous, on a une conviction chez Altaroc. Le private equity pour les clients privés, il est passionnant, évidemment parce qu'il est performant, mais parce que c'est aussi accompagner l'économie réelle, accompagner des ETI leaders dans le monde, accompagner des managers leaders dans le monde, et on a envie de faire toucher du doigt cette économie réelle aux clients privés d'Olivier. Donc pour ça, il faut une passion du contenu. Donc on a recruté Damien. Il n'y a aucun fonds de private equity qui recruterait le rédacteur en chef de BFM. On a fait ça parce qu'on veut donner envie aux gens et on veut tous les jours raconter ce qui se passe dans nos millésimes. Et puis je pourrais te raconter plein de choses qu'on a en fait dû réinventer parce que n'oublie pas que la tuyauterie du private equity, elle a été faite pour un petit nombre d'instituts dans le monde. Elle n'a pas du tout été faite pour des milliers de clients privés. Je vais donner 2 derniers exemples parce qu'ils sont très parlants. Une banque dépositaire, ça a l'air d'être... Dans le monde du private equity, la banque dépositaire, c'est elle qui s'assure que tout ce que tu fais est en règle avec la réglementation locale. Ouais. Donc c'est à la fois ta banque titre, si tu veux, et puis elle a un rôle de validation de tout ce que tu fais. C'est un monde où les marges sont très faibles, où il y a 10 géants dans le monde qui se battent. Ils vendent ça en bips. C'est pas en dizaines de bips, en bips. Donc c'est un métier de volumétrie considérable. Dans mon métier d'avant, chez Sagar, tous les dépositaires du monde étaient intéressés par gérer nos flux. Chez Altaroc, on en a trouvé un qui était intéressé à gérer le flux. Pourquoi ? Je suis pas étonné. Parce que gérer les flux de 10 000 appels de fonds retail tous les trimestres, c'est très compliqué. N'oublie pas que malheureusement, un client privé décède, une institution ne meurt jamais. Un client privé divorce, une institution ne divorce pas. Un client privé se trompe sur son RIB, une institution privée ne se trompe pas sur son RIB. Et donc, on a tous les ans 100 décès chez Altaroc. Ouais. Il faut gérer un décès, il faut gérer ça avec la compagnie d'assurance. On a des défauts parce que les gens oublient les appels de fonds. Donc, on a à peu près 150 défauts par trimestre. On a 100 décès par an. La complexité induite par ça, aujourd'hui, le monde institutionnel n'a jamais eu à la gérer. Et je vais te faire sourire. C'est déjà le cas. On a en moyenne 1500 questions par mois de nos distributeurs sur les produits Altaroc. 1500 questions par mois, Solène. Et tu sais Dans quoi ? 36 langues. Non, j'exagère. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis. On a à peu près entre 50 et 100 questions par jour. C'est ouf. On doit répondre à ces questions Ouais. le jour même. Parce que quand Olivier ou ses collaborateurs m'appellent, c'est que le client est en face de lui. Il veut la réponse tout de suite. Donc pour te donner une idée, on a monté un call center totalement digital. On a finalisé une base de connaissances totalement digitale qui permet dès aujourd'hui aux conseillers d'Olivier,
de répondre instantanément à 250 questions sur les produits de private equity en un clic. Ça veut dire que le conseiller d'Olivier, qui a un client en face de lui, il peut consulter notre base de connaissances digitale qu'on a mis 1 an et demi à construire, ou il peut appeler notre service client, ou faire les deux. Mais je ne sais pas si tu vois l'intensité en fait que suppose le private equity retail pour le servir de façon 5 étoiles. Ça n'est pas un monde instit, c'est un monde retail qui est extraordinairement exigeant. Et je finirai par un dernier exemple sur l'ESG. Le client privé, il veut savoir ce qui va se passer en termes d'ESG dans son portefeuille. C'est évident. Est-ce qu'on respecte la diversité homme-femme? Est-ce qu'on respecte la biodiversité? Il veut savoir un nombre de choses que peu d'instituts dans le monde veulent savoir. Donc là, on a une personne chez nous, full-time, qui va faire un plan de progrès sur l'ESG chez les fonds chez qui on a investi pour leur imposer un plan de progrès et reporter tous les trimestres sur ce qui se passe en extra-financier dans nos sociétés sous-jacentes. Ça, c'est aussi une exigence que les instituts commencent à avoir et que le retail, sans contrainte réglementaire, a dès aujourd'hui. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu vois toute la machinerie qu'il faut Si. pour servir le retail. C'est ça qu'on a mis en place chez Altaroc. Incroyable. Bah dis donc, c'est efficace. Hein. C'est costaud. Bon, on fera un autre épisode sur d'autres classes d'actifs, parce que j'imagine que vous n'allez pas vous arrêter au private equity. Il y aura bientôt des fonds infra, real estate, non? J'en dis peut-être trop. Solène, on en parlera. Il y a d'autres idées qui arrivent. Il y a d'autres idées. Juste d'un point de vue pratique, pour les clients de Ramify, on parlait des 1 000 euros. Les clients ont accès à ces fonds Altaroc à 1 000 euros ou pas? Parce que quand on va sur votre site, ticket d'entrée minimum, même pour le private equity. On a des fonds de private equity dont le ticket minimum est à 1 000 euros, mais ce n'est pas celui d'Altaroc. C'est aussi une logique plus fiscale que de performance pure. Donc l'investissement en private equity se fait à partir de 1 000 euros, mais pour, on va dire, un fonds de performance comme celui d'Altaroc, c'est vrai qu'on est plutôt aux alentours de 20 000 euros ou 100 000 euros d'un point de vue ticket d'entrée. Je dis 20 000 euros parce qu'en réalité, les 100 000 euros que l'on déploie chez Altaroc, ça se fait en 4 ou 5 ans. Donc c'est grosso modo 20 000 euros. D'appel de fonds par an. Exactement. Ouais. Et en termes de liquidité, on est sur la liquidité équivalente à celle du PI sur, disons, les 5 ans d'invest et 5 ans de distrib à peu près. Il n'y aura pas d'instauration de liquidité? Vous allez mettre en place la tokenisation? Non, je ne vais pas mettre en place la tokenisation, mais si tu veux, aujourd'hui clairement, et on fait très attention quand on commercialise ou quand Olivier et ses conseillers commercialisent, on fait très attention à très bien expliquer aux clients privés qu'il y a une contrainte dans le private equity aujourd'hui, c'est que le produit suppose un engagement sur 10 ans. Comme l'a dit Olivier, c'est 5 ans d'appel de fonds et 5 ans de distribution. Donc ça suppose que le client privé fasse ça sur une partie de son patrimoine dont il n'a pas besoin aujourd'hui. Maintenant, sur la partie de ton patrimoine dont tu n'as pas besoin, le private equity est une solution très efficace de diversification et de performance. Alors maintenant, tu as introduit un autre concept, parce que néanmoins, c'est un frein les liquidités. Pour beaucoup de personnes, notamment des gens qui ont 70 ans, qui ont du patrimoine, les gens me disent « Frédéric, j'ai 70 ans, est-ce que je suis prêt à faire un engagement sur 10 ans ?» Donc si on pouvait offrir une solution qui offre en partie de la liquidité, je pense qu'on peut dégoulotter très fortement le marché du private equity chez les clients privés pour qui l'illiquidité est quand même un frein. Donc on travaille chez Altaroc à plein de solutions nouvelles. On ne pourra jamais offrir une liquidité parfaite, mais on travaille à certaines formes de liquidité. Donc on a dans les cartons quelques produits très innovants, dont un qu'on va sortir imminemment, qui va offrir une liquidité sous certaines conditions à des clients privés. Le produit sera moins performant, Solène, parce que tu ne peux pas combiner performance et liquidité parfaite. Donc il y aura un compromis quelque part. On va sortir un produit de private equity, accessible sur des quantums un peu moins élevés qu'Altaroc, qui offrira une liquidité garantie par des assureurs vie, en contrepartie de quoi la performance sera moindre, parce que quelque part, il y a un prix à la liquidité. Oui, c'est clair. Donc on va offrir une solution. Là, le produit Altaroc aujourd'hui, c'est un produit ultra performant. Quelque part, c'est un produit d'instit qu'on a un peu retailisé, mais ça reste un produit d'instit aux performances professionnelles. On va sortir un produit pour les clients privés qui ont peut-être un peu moins de moyens et pour qui la liquidité est un élément très important. Donc on va sortir dans les prochaines semaines un produit qu'on appelle Alta Life, qui va être accessible en assurance vie. Ouais. On démarre avec Suravenir, qui est un gros assureur vie français. On va suivre avec AXA, on va suivre avec Cardiff. La liquidité sera garantie par l'assureur vie. La performance d'Alta Life sera moindre qu'Altaroc. Je te dirais, Solène, à peu près 5 points de moins en termes de performance, mais avec une liquidité qui est meilleure parce que garantie par l'assureur vie. Top. Voilà. Et disponible uniquement en France ?
Pour l'instant. Pour l'instant. D'accord. Ouais, c'est super parce que je termine souvent mes épisodes sur les prochaines étapes. Est-ce que tu peux, Olivier, nous livrer aussi des éléments croustillants sur vos prochaines étapes ? Prochaines étapes, c'est de discuter notamment avec notre assureur pour effectivement avoir du private equity et notamment Altaroc. Donc c'est assurance vie luxembourgeoise. On travaille beaucoup dessus et on avance bien. C'est aller encore plus loin sur le sur-mesure tout en gardant cette approche très quantitative, c'est-à-dire proposer enfin un investissement notamment vert, qui ne soit pas du greenwashing, donc très porté sur la notion d'augmentation de température. Ça, c'est ce qui devrait sortir sur le premier trimestre de cette année. En lame de fond, c'est toujours servir au mieux nos clients. Et donc, c'est ce qui nous anime. Si on peut investiguer sur d'autres classes d'actifs, ça sera probablement sur la deuxième partie de l'année, mais on préfère ne pas trop faire d'effets d'annonce. Il faut juste s'inscrire sur notre site ramify.fr et il y aura ces informations. Top. Onboarding que j'ai fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai pas raconté, j'adore donner des anecdotes aux auditeurs. Quand Ramify a lancé son onboarding, j'avais fait le processus et j'étais ravie de donner un feedback à Olivier. J'ai eu une panne pendant que je faisais mon feedback. Ouais. Je suis restée, j'ai poursuivi le feedback, arrêté dans ma voiture au milieu d'un carrefour. C'est dangereux ce que tu fais là. Ramify en voiture, c'est dangereux. J'étais en main libre. Parfait, merci à tous les deux. On va juste terminer pour conclure sur une recommandation d'un livre ou une inspiration pour l'audience pour repartir sur une note plus légère. Moi, je vais parler de mon livre préféré, donc c'est un roman, rien à voir avec la finance. Je ne sais pas si c'est OK. Vas-y. Donc, c'est un roman de Eiji Yoshikawa qui s'appelle Musashi. Donc ça parle finalement d'une personne un peu égarée qui est à la recherche de l'excellence. Bon, ce bouquin, il y arrive grâce à la voie de l'épée. Donc c'est le Japon médiéval, c'est les samouraïs. C'est passionnant, c'est exceptionnel. C'est un projet, cela dit, c'est 2 tomes de 700 pages. Ah, tu me donneras les références. Mais je connais personne qui ait regretté de lire ce bouquin. Top, il existe en français. Il existe en français. C'est un livre vendu à plus de 200 millions d'exemplaires. Ce n'est pas quelque chose de niche non plus que je propose. Frédéric ? Moi, je vais faire très classique, parce que dans le private equity, j'aime bien casser les codes, mais dans la littérature, moins. Le Comte de Monte Cristo. Zéro doute. Le Comte de Monte Cristo, une histoire d'amour de fou. À travers 60 ans d'histoire, un homme amoureux fou qui est prêt à braver tout dans le monde pour reconquérir celle qu'il a toujours aimée. Une histoire d'amour incroyable. Toute adversité contre lui, le monde entier contre lui, et dans un style littéraire époustouflant. Il n'y a pas une page de ce roman qui n'est pas prodigieuse. Donc c'est juste tellement bien écrit, tellement épique, tellement magnifique. C'est la 4e fois que je le relis. Là, en ce moment, tu es en train de le relire ? Je viens de le finir. Mais c'est juste exceptionnel. Je l'ai imposé à mes enfants, je l'ai imposé à ma femme, je l'ai imposé à ma belle famille. C'est phénoménal. Donc, pour les auditeurs qui ne l'ont pas lu, Le Comte de Monte Cristo est un must incontournable. Top. Voilà. Merci à tous les deux de nous avoir fait l'honneur de passer sur mon podcast. Merci à toi, Solène. À bientôt. Merci, Solène. Au revoir. Au revoir. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.